l'IGTR, c'est tout simplement l'inspection générale de la territoriale. Et cette inspection qui fonctionne aujourd'hui dans le format actuel, mais qui n'a pas commencé aujourd'hui avec l'IGTR, puisqu'on a commencé depuis 1982. Oui, c'était par l'ordonnance numéro 82-13006 du 25 février 1982, où pour la première fois apparu le mot inspection générale ou inspection de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous sommes en 1982. Il fallait attendre 1990 ou 90 par l'ordonnance numéro 90-13062 du 12 mars 1990 pour que cela soit organisé et dans son fonctionnement comme une inspection générale de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et petit à petit, en avançant, en 1998, Mosè va prendre, le président Laurent Désiré Kabila va prendre un décret pour organiser cette structure qui était déjà en veilleuse. Vous comprenez même le nombre d'années. Ouais. C'est le 083, le décret 083. Et il fallait attendre, vous avez vu le temps, il fallait attendre que ce décret soit mis en application. Ça nous a pris tout le temps que ça nous a pris. Et jusqu'à aujourd'hui, atteindre ce que nous appelons aujourd'hui inspection générale de la territoriale. Alors que dans le décret 083, nous étions un corps des inspecteurs de la territoriale. C'était CIT. Comme inspection, oui. D'abord, comme inspection, il y avait tous les atouts d'avoir un corps d'élite qui devrait s'occuper d'une mission de contrôle des entités et des actes des autorités politico-administratives, en commençant par le gouverneur de province et jusqu'au chef de village, chef de rue, comme on aime bien dans les villes. Oui, il y a l'évolution. Il y a eu une évolution. Puis tout ce temps, en dépit de la durée, l'IGT n'a pas pu exercer en toute plénitude le pouvoir, comme le reconnaît l'État congolais, de contrôler. Puisqu'il y a eu des pondérations politiques, il faut le dire ainsi. Et pas plus que hier, aujourd'hui, l'IGTR, avec le décret 19 que nous avons, a pu atteindre un niveau où, même de déploiement, vous vous rappelez bien, dans le 83, c'était juste quelques inspecteurs. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand nombre d'inspecteurs implantés à travers les 26 provinces de la République et le pôle ainsi que l'administration centrale. Les besoins en nombre se calculent par rapport au nombre d'entités. Ouais. Il y a des entités à contrôler. Est-ce que le nombre que nous avons peut permettre à l'IGTR, dans les missions actuelles qui sont les nôtres, d'atteindre l'efficacité? Puisque nous avons un problème d'efficacité sur le terrain. Est-ce que ces missions peuvent atteindre l'efficacité? Et pour autant qu'il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qui nécessitent que nous puissions renforcer, pas seulement le nombre, mais aussi l'arsenal que nous avons. Puisque vous ne pouvez pas oublier que nous avons pratiquement 4 à 5 problèmes à résoudre pour que nous puissions être beaucoup plus efficaces. Ce n'est pas le nombre qui compte le plus, mais c'est le besoin pour lequel ces personnes sont affectées, ces inspecteurs sont nommés, et les résultats que nous attendons de leur travail sur le terrain. Et je peux vous dire que les nombres, c'est bien, 1000 c'est bien, 2000 c'est bien, 3000 c'est bien, mais ce qui compte plus pour l'inspection de la territoriale, c'est l'efficacité sur le terrain et le service à rendre à la communauté et à la nation. Mais avant d'y parvenir, nous avons pratiquement, je peux dire, regroupé en 4 problématiques que nous avons aujourd'hui, en dépit de tous les tests que nous avons. Le premier problème que nous avons, c'est un problème purement juridique.
Donc notre arsenal juridique doit être révisité. Doit être révisité pour beaucoup plus d'efficacité. Puisqu'il y a des contraintes d'ordre juridique. À titre illustratif, on peut prévoir le contrôle. Mais la sanction, qu'est-ce qu'un inspecteur peut faire sur le terrain? Il constate qu'il y a par exemple un cas de détournement, un cas de ceci, de déviation, un cas de désobéissance. Comment il va se comporter sur le terrain? Et tout cela doit être prévu dans les tests. On constate et on fait rapport à qui de droit. Et ça affaiblit le travail d'un inspecteur de la territoriale, alors que ça doit être contraignant avec le pouvoir d'agir à l'immédiateté et faire de sorte que l'action que l'inspecteur mène puisse réellement avoir de l'effet sur les bénéficiaires qui concernent la population. Donc, non, le tribunal, oui, il y en avait déjà eu dans la territoriale, le tribunal coutumier, il y en avait dans le temps. Mais aujourd'hui, nous voulons bien que nos tests puissent parler au lieu de chercher des interprétations des juristes. Donc le test lui-même parle de lui-même et que l'on peut comprendre à travers les tests qu'on a donné beaucoup plus de pouvoir, voilà, beaucoup plus de pouvoir à l'inspection générale de la territoriale pour que l'inspection puisse répondre aux besoins et du pouvoir central du gouvernement, puisque n'oubliez pas que l'inspection, c'est l'instrument du gouvernement central. Et à ce titre, le gouvernement confie des tâches à l'inspection. Pour être beaucoup plus efficace, l'inspection doit être dotée d'un arsenal juridique qui lui permet de vivre et d'exercer en toute plénitude le pouvoir sur toutes ces autorités que l'inspection contrôle. Et le deuxième problème, c'est que l'inspection a pu rencontrer la résistance. En fait, là, c'est purement de l'ordre opérationnel. La résistance des autorités et politico-administratives dans les temps. Mettez chambre, c'est normal. Un contrôleur ne peut pas être accepté. C'est pourquoi, en revenant à l'arsenal juridique, qui doit prendre des garde-fous, il n'y aurait pas cette résistance. Et la résistance peut être considérée d'une manière générale, puisqu'il y a des provinces où ça a marché, il y a des provinces où ça n'a pas marché, et ça dépend même des humeurs des uns et des autres. Et certains qui ont considéré que l'inspection venait pour appuyer l'action du gouvernement, par exemple provincial, et d'autres qui considéraient que l'inspection c'est justement pour déranger et gêner, puisqu'il y a un contrôleur à vos côtés, vous savez, c'est comme une épine qui vient tout simplement gâcher votre marche, et ça faisait des problèmes. Mais d'autres avaient embrassé, adopté l'inspection, et a fait en sorte que l'inspection puisse travailler. Et là, il doit beaucoup plus revenir sur l'aspect du gouvernement, parce que nous parlons du gouvernement provincial. Quand nous parlons du gouvernement provincial, vous savez, dans sa double casquette, le gouverneur de province, dans sa double casquette, du représentant du gouvernement central, mais c'est son inspection. L'inspection devient son instrument pour rétablir l'autorité de l'État à travers toute la province, pour assurer la bonne gestion de la chose publique à la base, pour assurer les contrôles. Et en ce moment-là, si le gouverneur embrasse l'inspection, il sera parmi les meilleurs, je ne prophétise pas, mais il sera parmi les meilleurs gouverneurs, puisque en ce moment-là, c'est l'inspection qui travaillera et qui fera bien son travail. Et là, l'inspection n'aura pas peur, puisque l'inspection a le soutien de l'autorité provinciale. Et l'autre aspect, le gouverneur qui se retrouve au même moment, autorité provinciale, exécutif provincial, à ce titre, la redevabilité oblige, il doit rendre compte de la gestion de la province. Et là, il se retrouve en face de l'Assemblée provinciale qui doit exercer ses prérogatives de contrôle, en face de l'inspection générale de la territoriale qui exerce son contrôle purement administratif, et en face de l'inspection générale de finances et bien d'autres contrôles, puisque la Cour des comptes, et vous savez, le contrôle, c'est vraiment un champ très vaste, et chacun à son niveau peut. Le troisième problème, c'est le problème du personnel. Vous savez, avoir un personnel nécessite que ces personnes soient formées et encadrées. C'est le renforcement des capacités. Et dans le renforcement des capacités, il y a un problème de moyens qui doit être mis à la disposition de cette inspection. Nous voulons bien voir l'inspection évoluer,
Nous voulons bien voir cette inspection décoller. Nous voulons bien voir cette inspection avec des tests, de beaux tests, de bons tests, si vous le désirez. Nous voulons voir l'inspection entrer même dans les petits villages, partout. Mais il faut des moyens conséquents. Mais l'inspection générale de la territoriale ne s'occupe pas seulement que de finances. L'inspection générale de la territoriale s'occupe de la gestion du personnel, de la gestion du matériel, des ressources, de toutes les ressources. Non, parce qu'en fait, nous nous occupons de la terre. Il ne faudrait pas... Parce que quand les gens sont dans un secteur, un seul secteur, ils peuvent aussi s'organiser aussi petit que le soir. Mais nous, ici, le champ est tellement vaste, donc le secteur est tellement vaste qu'il nécessite un personnel suffisamment outillé. Vous croyez que l'inspection générale des finances s'occupe de la gestion du personnel ou de matériel? Non. Mais ici, il faut des polyvalents. En fait, j'allais parler même des inspecteurs polyvalents qui nécessitent des formations aussi à l'étranger comme ailleurs. Mais je voudrais parler beaucoup plus de moyens. Je ne veux pas amener une étude comparative, puisque dans cette étude comparative, chaque inspection a fait un chemin. Chaque inspection a fait... Je voudrais retracer un peu l'histoire de notre inspection, comment nous avons commencé. C'est depuis 82, mais c'est pratiquement inconnu. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est pour y parvenir, il faut bien le faire. Donc, il faut former les cadres de l'inspection générale territoriale. Que ce soit à l'étranger, comme vous le souhaitez, que ce soit ici chez nous, mais en fait, des cadres formés où, jour après jour, ces cadres restent au service de la nation congolaise pour répondre aux exigences et à la volonté ferme du chef de l'État de renforcer cette structure pour le bien-être. Puisqu'en fait, former signifie amener ces inspecteurs à comprendre la vision du chef de l'État sur la territoriale, la vision du pays à travers les tests sur la territoriale et la vision même de l'inspection générale territoriale comme un service spécialisé du ministère de l'Intérieur. Et vous savez, c'est un service spécialisé. En tant que service spécialisé, nous avons tout intérêt à maintenir le cap et maintenir le niveau le plus haut et acceptable pour les cadres et pour les personnels qui nous entourent. En fait, sur le personnel, ne manque pas sur le manque de moyens, mais sur le renforcement des capacités, de tous ces personnels. Et c'est là où vous avez le quatrième problème, c'est le problème de son fonctionnement. En fait, l'IGTR, j'étais très curieux qu'un député puisse pas porter. Nous avons cru que nous n'étions pas suivis. Alors il y a un député qui nous suivait, qui dit non, mais l'IGTR fonctionne comme un canal boiteux. Moi-même, là où j'étais, j'ai dit, ah bon, c'est quelqu'un qui a le souci de voir la structure prendre le devant et aider le chef de l'État dans sa vision de la bonne gouvernance, dans la gestion, puisque le chef de l'État a une mission, le bien-être social. Et pour y parvenir, il faut quelqu'un. Et cette personne-là, c'est l'inspection générale territoriale. Monsieur le journaliste, je dois vous dire sincèrement, sans aucune prétention, vous imaginez un grand projet, le chef d'État initie un grand projet de développement local à la base, mais tout en excluant les autorités locales à la base. Comment ça? Donc un projet qui passe à la base, lequel projet, les autorités locales ne sont pas impliquées. Et même ceux qui sont chargés de contrôler, de faire le suivi, puisque dans nos attributions, le suivi, le contrôle, l'évaluation des actes des autorités territoriales, à quel que soit le niveau, même alors, cette structure est exclue du projet et du grand projet du développement à la base. L'inspection générale dans le territoire n'est pas associée. Or, tous ces projets se font dans un espace géographique que nous appelons territoire. Et quand vous retournez dans un espace géographique qui s'appelle le territoire, il faut impliquer les autorités locales. Je profite de votre micro, pour lancer un appel pressant au chef de l'État. Que l'inspection générale de la territoriale, par son accompagnement, l'inspection générale de la territoriale, par l'accompagnement de son ministre des tutelles,
qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, est disposé à recevoir des instructions strictes, claires et nettes pour suivre de près l'exécution de ce projet, puisque c'est dans les attributions de l'inspection générale de la territoriale. De deux, l'inspection générale de la territoriale ne peut pas aller outre les instructions, puisque l'inspection générale de la territoriale a dans ses missions faire exécuter les décisions de la hiérarchie. C'est dans le décret, c'est clairement dit. Donc, c'est son inspection et le président de la République qui veut voir cette inspection debout peut compter sur l'inspection générale territoriale pour la réussite de ce grand projet, et c'est le grand projet de son mandat. Monsieur le journaliste, l'actuel ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a pris les choses en main. Et il a déjà donné les signaux forts à travers la République. Je crois dans ces signaux forts que le VPM donne aujourd'hui pour le redressement, la réforme de l'inspection générale territoriale, puisque c'est fait sous son impulsion. Les signaux forts qu'il donne, il veut voir ses services l'aider pour la réussite de son mandat. Je crois que c'est lui le porte-parole. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est demander à notre ministre des tutelles de s'assumer et de faire de sorte que son inspection à lui puisse réellement faire le travail pour lequel elle a été créée, pour lequel elle doit fonctionner, et c'est au service du peuple congolais. Puisque sans la bonne gouvernance, sans la gestion correcte de la chose publique à la base, sans un contrôle permanent de l'inspection générale territoriale, on ne parlera pas du ministère de l'Intérieur. Vous savez, ce ministère, nous qui sommes restés très longtemps dans ce ministère, on l'appelait le ministère de l'administration du territoire. Tantôt ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est le ministère de la... C'est notre ministère à nous. Et c'est notre inspection à nous. Donc l'inspection, c'est l'inspection du ministre. C'est la police du ministre. Donc nous ne pouvons que nous laisser entre les mains du ministre pour que le ministre puisse nous utiliser et utiliser son inspection, sa police, pour mettre de l'ordre. Puisque la police a la mission de mettre de l'ordre. Vous savez, la police, quand elle vient, c'est pour mettre de l'ordre. Alors, c'est cette inspection que le ministre a entre ses mains. Il a un instrument, puisqu'on l'appelle instrument du gouvernement, pour mettre hors d'état de nuire tous ces détracteurs, tous ces fossoyeurs, tous ces mauvais gestionnaires des entités. Et c'est cela la réussite de Fathi Béton à travers l'inspection générale de la territoriale. Monsieur le journaliste, merci pour la question. Je dois être beaucoup plus à l'aise quand je dois répondre à de pareilles questions. Vous savez, nous avons deux champs. Le champ politique et le champ administratif. Le politique peut décider de la nomination de tel ou de tel. Pour telle raison, telle raison. C'est à l'administration de régulariser la situation. Je crois que au départ, l'inspection avait une catégorie de gens. Quand vous lisez la première note circulaire depuis 2014-2015, je crois, de récupérer les anciens cadres de la territoriale. Puisque certaines structures ayant été supprimées, telle direction de province, tel district, telle cité, tel poste d'encadrement administratif. Donc il fallait déverser ces cadres, tous ces cadres, dans ce que nous appelons aujourd'hui inspection générale de la territoriale. Cette catégorie de cadres n'a pas pu poser de problème, puisque ces gens venaient déjà, c'était déjà des cadres de terrain. Déjà matriculés. Déjà matriculés, des gens qui ont travaillé des années et des années et qui ont rendu d'énormes services et de loyaux services à la nation.
il faut dire que dans le premier arrêté, nous sommes déjà en 2014, Ouais. vers septembre, il y avait aussi un autre recrutement qui s'est fait, puisqu'il fallait prendre les jeunes. Dans le souci de rajeunir, puisqu'il y avait un autre souci, ces cadres qui étaient pratiquement assez avancés en âge, il fallait aussi rajeunir. Ouais. Ce qui a fait que même dans l'arrêté, dans le premier arrêté, il y avait de nouveau des jeunes gens qui venaient des universités qui devraient accompagner tout ce cadre territorial. Ceux-là venaient sans matricule. Mais à un certain moment, on avait pu régulariser la situation. Et venait un autre lot d'inspecteurs qui étaient soit nommés par décret, soit par des arrêtés et qui sont sans matricule. Et je crois que c'est le travail de l'inspection générale territoriale de s'adresser au ministre de la fonction publique pour que leur situation soit régularisée. Et je crois que pour les inspecteurs, il ne se pose pas tellement un problème puisqu'il y a déjà des actes qui précèdent ça. Soit ils sont nommés par décret, soit ils sont nommés par des arrêtés des ministres de tutelle. Et je crois que la fonction publique pourra tout simplement, au regard de la collaboration entre les ministères, et devrait tout simplement régulariser la situation. Alors, il se pose un autre problème avec les agents qui ont été recrutés. Oui, nous avons un autre problème. Les agents recrutés, alors que, une parenthèse, vous savez, nous avons fonctionné plus de 10 ans sans un cadre organique. Ça c'est sérieux pour un service public de l'État. Et qu'il y a plusieurs paramètres à ce moment-là. Ils ont été recrutés, ils sont en fonction. Normalement, il fallait que leur situation soit régularisée. Et il n'y a aucun inconvénient que leur situation soit régularisée. Puisque nous sommes purement une administration et qu'il fallait nécessairement octroyer à ces jeunes gens le numéro matricule. Et je crois qu'il y a des listes qui avaient précédé tous les inspecteurs généraux qui sont passés par ici. On peut dresser des listes et transmettre à qui de droit, c'est-à-dire la fonction publique. Et je crois que nous attendons le résultat de la fonction publique qui devrait s'assumer et pour répondre aux désirata. Mais quant à la catégorie des agents non certifiés, vous parlez des agents non certifiés, des gens qui se voient exclus. Oui. Non. Les objectifs de l'inspection aujourd'hui, c'est la maîtrise des effectifs. Et ça, c'est le mot d'ordre du ministre de la fonction publique. Maîtriser les effectifs dans toutes les administrations. Pas seulement les effectifs, mais aussi la masse salariale. Pour permettre à l'État de prendre en charge. Et il était institué dans ce souci-là d'instaurer une commission de contrôle au sein de l'inspection générale de la territoriale. Nous avons encouragé la commission et la commission aujourd'hui a rendu le rapport du contrôle des effectifs. Dans ce contrôle, nous avons trouvé plusieurs catégories d'agents. Les inspecteurs ont des actes qui le nomment, soit les décrets, soit les arrêtés, en fait, d'une manière générale. Et une catégorie de gens qui étaient commissionnés. Et dans ces commissionnements, nous retrouvons avec plusieurs catégories d'agents. Des agents avec des numéros matricules d'emprunt. Donc des agents qui utilisent d'autres numéros matricules, d'autres personnes. Des agents, en fait, des agents avec des commissions d'affectation falsifiées. On trouve des agents avec des commissions d'affectation falsifiées. Il y a une autre catégorie de ces agents-là, des agents avec des commissions d'affectation bis. Où vous retrouvez dedans, vous allez avoir la même commission, une commission que j'ai pu appeler maire, si j'ai pu me le permettre ainsi, un terme qui n'existe pas, j'ai pu l'appeler maire. La même commission qui reprend, qui a un bis, qui a je ne sais pas quoi, où vous trouvez même les noms des gens qui changent à l'intérieur de ces commissions. Et ces commissions bis n'ont jamais été enregistrées au sein de l'inspection générale de la territoriale. On suppose que ce sont des commissions qui étaient soit prises hors normes.
Et une autre catégorie d'agents, ce sont des agents qui, aujourd'hui, se retrouvent à l'inspection avec des commissions scannées. On les a appelées commissions douteuses et on sait facilement voir, parce que nous sommes fils de maison, nous connaissons, voilà, telle autorité, sa façon de signer, ce n'est pas celle-ci, soit il mettait un point à côté ou elle mettait un point à côté, ou elle faisait ceci, on sait facilement dénicher ça, puisque il faut rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont pu faire ce travail-là de contrôle, c'était intéressant. Mais de toutes les façons, c'est une œuvre humaine, il y a eu des erreurs, il y a eu peut-être des omis, il y a eu des retardataires, il y a eu des gens qui, de l'une ou de l'autre façon, même dans la transmission des dossiers, il y a eu quelques erreurs. Ces gens-là, l'autorité actuelle, l'inspecteur général, avait instruit les services concernés, y compris moi-même, de voir au cas par cas qui peut être repêché. Et c'est au cas par cas, puisque il y a des cas, sont les gens qu'il faut étudier. Puis il y a même des gens qui sont porteurs de cartes biométriques de la fonction publique, c'est-à-dire qu'ils ont été certifiés. Ouais. Alors, c'est pourquoi nous sommes là, avec les directeurs de ressources humaines, pour voir au cas par cas, pour voir. Voilà. De toutes les façons, tous ceux qui sont certifiés, nouvelle unité, et qui ont exercé autant d'années dans l'institution de la territoriale, l'autorité compétente, l'inspecteur général de la territoriale, pourra transmettre en urgence leur liste auprès du ministre de la fonction publique, et j'espère que celui-là, connaissant la célérité avec laquelle il traite le dossier, pourra accorder de l'urgence à ces dossiers et aider tous ces inspecteurs, à récupérer leurs droits, puisque c'est un droit. Je crois que c'est un peu d'une manière ramassée, mais on ne chasse personne. Je voudrais mettre un accent. L'inspecteur général de la territoriale, ne chasse personne. M. Alidor, n'a chassé personne. Voilà, il n'a chassé personne et il veut bien, dans le souci de maîtriser les effectifs, répondre à cet exemple de la fonction publique. Et surtout que nous attendons la signature du cadre organique à bras ouverts. Avec le cadre organique, nous allons bien déterminer un poste, un agent, un salaire. Merci beaucoup. Et qu'il n'y aura pas de problème à l'institution générale territoriale. Je l'espère demain, ce sera notre souci de voir l'inspection répondre aux exigences de l'ensemble de la République, tel que le ministre de la fonction publique le veut et veut voir les structures fonctionner. Et je profite de votre micro pour rassurer à nos amis, inspecteurs comme agents, que nous avons du travail à faire à l'inspection. Et c'est le travail en équipe, c'est le travail de tout le monde. Que chacun apporte sa contribution pour l'édification de cette structure. Nous voudrons voir ces géants, cet éléphant debout, et non dans la position actuelle où nous continuons à croupir. Et nous comptons très sincèrement sur l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a déjà, comme je l'ai dit tantôt, lancé des signaux forts. Et rappelons à l'autorité des tutelles que c'est votre inspection, et l'inspection n'attend que des instructions de votre part, c'est votre police, et nous sommes prêts à aller partout où vous nous enverrez pour que l'autorité de l'État soit rétablie à travers la République démocratique du Congo. Donc, son Excellence, M. Jacques Chaban, peut compter sur l'inspection générale de la territoriale.